6h15 du matin. Le soleil se lève à peine sur l'Indiana et les portes d'une prison s'ouvrent. Un homme sort, grand, massif, la tête rasée, le regard fixe. Des tatouages que personne n'avait vus avant sa détention. Pas un mot, pas un sourire. Il monte dans une limousine noire qui l'attendait et il disparaît dans la lumière froide du matin. Le monde entier retenait son souffle depuis 3 ans. Parce que cet homme, ce n'était pas n'importe qui. C'était Mike Tyson. Hi, I'm Mike Tyson, heavyweight champ of the world. Et dans les mois qui allaient suivre, il allait montrer une version de lui-même que même ses plus grands fans n'avaient jamais vue. Plus froide, plus affûtée, plus dangereuse. La version la plus terrifiante d'Iron Mike. Pour comprendre ce qui s'est passé quand Tyson est sorti de prison, il faut d'abord comprendre ce qui s'était passé avant qu'il y entre. Mike Tyson avait connu une vie que personne ne devrait connaître. Né à Brooklyn, l'un des quartiers les plus violents de New York. Un père absent. Une mère qui luttait pour nourrir ses enfants. Arrêtée pour la première fois à 7 ans. 38 arrestations avant ses 13 ans. 38. Et puis, Cus D'Amato, un vieux entraîneur qui avait déjà formé Floyd Patterson et José Torres. Un homme qui regardait ce gamin maigre de Brooklyn et voyait quelque chose que personne d'autre ne voyait encore. D'Amato l'a pris sous son aile. Il lui a offert un toit, une famille et une raison de se battre. Il lui a dit « Un jour tu seras champion du monde des poids lourds. Et puis un jour tu seras le meilleur de tous les temps. » Tyson avait 16 ans. Il ne le croyait pas encore, mais il a commencé à s'entraîner comme si c'était vrai. À 20 ans, il est devenu le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire. Un record qui tient encore aujourd'hui. Mais Cus D'Amato n'était plus là pour voir ça. Il était mort 1 an avant, et avec lui, une partie de la structure qui maintenait Tyson debout. Les années suivantes ont été un mélange de grandeur et de chaos. Des no-cuts qui défient la compréhension. Des nuits de débauche, une gestion calamiteuse de sa fortune, un mariage avec Robin Givens qui tourne au désastre médiatique, et puis la défaite contre Buster Douglas en 1990. I believe that you will go down in history as the greatest heavyweight champion. Le plus grand upset de l'histoire de la boxe, un signe que quelque chose s'était brisé. La prison. Février 1992, un jury de l'Indiana le déclare coupable. 6 ans de prison. Tyson entre dans la prison de Plainfield, seul, sans l'équipe qu'il avait construite, dans une cellule de quelques mètres carrés. Et là, quelque chose d'inattendu se produit. Le chaos s'arrête. Pour la première fois depuis des années, Mike Tyson est forcé de s'arrêter, de rester immobile, de faire face à lui-même. Il lit énormément. Il cherche quelque chose, un sens, une direction. Et il trouve l'islam. Comme son idole Muhammad Ali avant lui, il se convertit. Il adopte le nom Malik Abdul Aziz. En arabe, Malik veut dire roi. Abdul Aziz veut dire serviteur du Tout-Puissant. Et il dira plus tard, en prison, j'ai compris que je devais adorer quelque chose de plus grand que moi. Je n'avais connu que le culte de moi-même. Et ça m'avait détruit. Il s'entraîne aussi, chaque jour, dans l'espace limité de la prison. Sans ring, sans sac. Et quand il ressort, en mars 1995, après 3 ans de détention pour bonne conduite, ceux qui le voient pour la première fois sont stupéfaits. Ses abdominaux, sa définition musculaire, sa densité physique. Quelqu'un qui l'a vu à l'époque a dit une phrase simple qui résume tout. Il était sorti de prison encore plus fort qu'il n'y était entré. Un combat contre Peter McNeely, un boxeur du Massachusetts avec un bilan correct mais sans grande valeur. Un homme qui avait promis en conférence de presse d'envelopper Tyson. On Saturday night, watch me kick Tyson's ass. Personne ne croyait McNeely. Lui-même savait probablement que c'était du vent. Mais peu importe. Ce soir-là, les gens n'étaient pas venus pour McNeely. Ils étaient venus pour Tyson, pour voir si la peur était encore là, si Iron Mike existait encore, si 3 ans de prison avaient émoussé quelque chose en lui, ou si au contraire, la prison l'avait transformé en quelque chose d'encore plus redoutable. Le gong sonne. McNeely fait ce qu'il a dit. Il fonce. Il arrive droit sur Tyson comme un homme qui a décidé de mourir debout. Tyson ne recule pas. Il ne pivote pas non plus. Une fraction de seconde. Et puis il frappe. Pas besoin de chronométrer avec précision.
Il suffisait de regarder McNeely tomber 2 fois en moins d'1 minute. La deuxième fois, l'entraîneur de McNeely saute dans le ring pour éviter que son boxeur soit encore frappé. Disqualification. Combat terminé. 4,29 secondes, le commentateur crie depuis son micro. La foule ne sait pas comment réagir. Est-ce qu'on applaudit? Est-ce qu'on siffle parce que c'est trop court? Est-ce qu'on est soulagé d'être encore en vie parce qu'on a vu quelque chose d'aussi violent, même pour 4,29 secondes? Tyson ne célèbre pas, il lève les poings, regarde la salle et sort du ring. Un journaliste l'attrape après le combat. Il lui demande comment il se sent. Tyson répond avec la voix calme d'un homme qui a réglé une affaire sans importance. J'ai fait mon travail, je suis content d'avoir pu gagner ce soir. Je vais continuer à essayer d'être le meilleur possible. Mais ce n'était que le début. Frank Bruno était le suivant. Bruno et Tyson se connaissaient depuis longtemps, d'anciens partenaires de sparring, des amis en dehors du ring. Bruno était plus grand, plus lourd de 27 kilos, et il avait une théorie. Il pensait que ce moment, juste après la prison, était le moment idéal pour battre Tyson, que la détention l'avait peu, être ralenti, que le timing n'était plus le même. Il a dit à la presse « Je vais faire tomber Mike Tyson de façon spectaculaire. Il n'y a aucune façon qu'il gagne contre moi. Aucune !» Ce genre de déclaration chez Tyson produisait toujours le même effet. Pas de la colère, pas de l'agitation, quelque chose de plus froid, comme si une température intérieure baissait de quelques degrés. Le combat a lieu en mars 1996 à Las Vegas. Tyson entre, il observe Bruno. L'arbitre arrête le combat. Mike Tyson est à nouveau champion du monde. Et après le combat, Bruno s'approche de lui. Les deux hommes se regardent et Bruno dit simplement « Je te félicite, tu t'en es bien sorti, je pense que t'es un grand homme. » Tyson répond « Merci, pareil pour toi. » Des adversaires, pas des ennemis. C'était ça aussi Tyson à cette époque-là. Bruce Seldon était le suivant, champion WBA. Nouveau détenteur d'une ceinture que Tyson avait portée avant sa prison. Un homme avec un bon jab, confiant. Seldon avait dit à la presse qu'il respectait Tyson, mais qu'il avait un plan, un vrai plan, qu'il n'allait pas se laisser intimider. Mais il y a quelque chose que les mots ne peuvent pas préparer. Le regard de Tyson dans la phase de présentation avant un combat, ce vide dans les yeux, cette façon de regarder à travers l'adversaire plutôt que vers lui, comme si la personne en face n'était pas encore réelle, comme s'il attendait simplement que le processus commence. A very loose looking Bruce Seldon, a very serious looking Mike Tyson. Tyson enchaîne, un crochet gauche. And Tyson with a left hook and Seldon is down on his stomach. C'est terminé. In the first round. Et puis il y a le combat contre Buster Mathis Jr. qu'on mentionne souvent moins. Mathis était plus malin que les autres. Il savait qu'il pouvait pas boxer face à Tyson directement, alors il a essayé quelque chose de différent. Il s'est accroché, il a clinché, il a perturbé le rythme, il a cherché à épuiser Tyson par la frustration. But you know, in those punches of that Peter McNeely fight, jumping in, jumping out, pressing Mike, staying inside. We'll see what happens when he gets hit, though. Body punches, there's a shot by Mike Tyson. So every punch tomorrow. Oh, and there is a nice right uppercut. And then Tyson counters himself. Now it's changing blows. Which is something he's not only not used to, but not... Pendant quelques rounds, ça marchait presque. It's the most underrated part of this game. Tyson grognait, Tyson s'impatientait, et Mathis, au lieu de boxer, lui parlait. Il lui mettait la pression psychologique pour le déstabiliser. C'était courageux, et c'était aussi une mauvaise idée. Swing around on your opponent's side. Parce que Tyson, ce soir-là, version prison, avait quelque chose qu'il n'avait pas toujours eu avant. Il avait appris à attendre. En prison, on apprend à attendre. On apprend que la patience est une force. Mike Tyson. François Botha, le boxeur blanc. Un adversaire plus coriace que prévu, quelqu'un qui a duré des rounds, qui a même osé parler à Tyson pendant le combat, le provoquer, l'asticoter. That's more movement by both than I've seen in quite some time. He's standing outside. Said he was going to time Mike punching again. He's losing his cool if he gets hit hard by both. He got into the streets front. Both are dancing around. He's toying with Tyson.
Tyson, dans ces moments-là, ressemblait à un animal qu'on agace à travers des barreaux. Jabbed in and through. Et au 11e round, les barreaux ont cédé. Un seul droit. Bottas s'effondre. Il essaye de se relever. Il n'y arrive pas. One right hand. The basics, that jab was big key for him when he was young. Tyson, après ce combat, a dit quelque chose qu'on montre souvent en extrait. Il a dit « Je lui ai dit pendant le combat, gamin blanc, je vais te tuer ». Ce n'était pas de la haine. C'était Tyson dans sa nature la plus brute. Ce mélange entre l'intimidation calculée et quelque chose de presque joueur. Comme un prédateur qui sait qu'il a gagné avant même que le combat commence. La prison avait fait quelque chose que personne n'avait prévu. Elle avait retiré le chaos. Elle avait imposé la structure. Elle avait forcé Tyson à se retrouver avec lui-même. Avec ses démons, sa douleur, sa solitude. Et à en ressortir avec quelque chose de plus solide. Cette période-là n'a pas duré. La machine s'est à nouveau emballée. Holyfield. L'oreille. Les années difficiles qui ont suivi, les dettes, les démons qui ne partent jamais vraiment. Mais pendant ce court moment entre mars 1995 et la fin de 1996, il y avait un Tyson qu'on n'avait jamais vu avant et qu'on n'a jamais revu après. Fabriqué non pas dans une salle de boxe, mais dans le silence d'une cellule de prison. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vraiment. Maintenant, une question pour vous. Selon vous, est-ce que c'est cette version de Tyson, juste après la prison, qui était la plus dangereuse de toute sa carrière? Dites-le nous dans les commentaires, on lit tout. Et on répond. Et si cette vidéo vous a donné envie d'explorer d'autres grandes histoires du sport et des combats, abonnez-vous à Science du Combat. Restez curieux, restez disciplinés, c'était Science du Combat. On se retrouve au prochain round. Heavyweight